comme vous le savez, comme j'ai annoncé, que monsieur Magloire, François Magloire Benonsi est à l'autre bout du fil pour nous parler un peu du colloque sur le panafricanisme étant le coordonnateur du mouvement panafricanisme au Bénin. Sans plus tarder, monsieur François Magloire Agbenonsi est passé de présentation parce qu'il a beaucoup parlé ici là sur les ondes de cette émission, un peu de tout. Sur le problème que nous autres peuples noirs confrontons dans le monde. Monsieur Agbenonsi, bonsoir et bienvenue sur les ondes du Mediaphore. Bonsoir Evelyne, bonsoir à tous les auditeurs de la radio du bonheur, et plus à tous ceux qui nous écoutent de loin et de près. Je vous salue et je vous souhaite une bonne. Merci, monsieur Agbenonsi. Comme à l'accoutumée, le Conseil mondial du panafricanisme organise tous les 2 ans un colloque international qui se penche sur des problèmes liés à l'évolution de l'humanité et le développement de l'Afrique. Cette année 2021 ne fait pas exception. Malgré le Covid-19, après l'édition de 2019, le colloque mondial du panafricanisme a ouvert ses rideaux le samedi 24 avril 2021 à partir de 11h et 4 jours. C'est pendant 4 jours. La première journée s'est déroulée sur 2 volets. Et monsieur François Agbenonsi, le coordonnateur, il va vous entretenir et il va vous dire ce qu'ils ont accompli pendant les 4 jours du colloque qui s'est tenu à Ouida, Bénin, West Africa. Monsieur François Magloire Benonsi, avant de vous poser des questions, vous pouvez parler un peu du colloque. Mais Evelyne, bonsoir encore à tous. Le colloque du Conseil mondial du panafricanisme, ce que nous appelons le COMOPA, s'est très bien déroulé, malgré, comme elle appelle, les petits crampons, les pots de banane, les OTA, tout ça, ben, tout a bien marché et se déroulait grâce à la vigilance de Oula Engelberg et de la famille Dja, et de M. Faustin, ici de Yolande Francisco, tout ça qui était avec nous, avec Marcel Adokono. Et voilà, mais le professeur n'était pas présent, mais nous l'avons représenté valablement. Valablement, bien sûr. Mais monsieur Agbenonsi, avant de commencer, pouvez-vous dire aux gens qui ne connaissent pas ce qu'est le panafricanisme? Un peu de mots. Oui, le colloque international est... Pas seulement le colloque, c'est-à-dire le panafricanisme, c'est quoi? Le panafricanisme, vous savez, c'est un mouvement idéologique de tous les Africains de bonne foi qui défendent les intérêts de l'Afrique et qui défendent tout ce qu'on appelle l'égocentrisme, le népotisme et l'exclusion, tout et tout. Mais nous voulons une Afrique unie. Nous voulons une Afrique unie. Voilà, et chanter ensemble le credo de la victoire de demain. Parce que le panafricanisme n'est pas tout simplement aller faire des conférences et tout. C'est des actions sur le terrain pour permettre aux uns et aux autres de retrouver la force de se sentir digne africain. Est-ce que le but du panafricanisme a changé du temps de Kwame Nkrumah qui a introduit les États-Unis d'Afrique après avoir étudié ici aux États-Unis? Il était émerveillé de voir les États-Unis, d'étudier l'histoire des États-Unis, comment ces États-là se sont unis, aussi avec la participation des Noirs comme Ibi Dubois,
et d'autres Noirs qui travaillaient très dur pour un mouvement et à déclencher ce mouvement. Est-ce que c'est toujours le même but ou bien on a changé après le passage de Kwame Nkrumah après sa mort, bien dire, pour être plus simple? Nous restons toujours dans l'objectif de Kwame Nkrumah. Pourquoi? C'est pour ça que quand on commence le colloque, on le termine toujours le 27, date d'anniversaire du décès de Kwame Nkrumah. Parce que l'idéologie de Kwame Nkrumah, si tous les peuples d'Afrique essayaient de l'embrasser, je crois bien qu'on aurait eu le Africa Must Unite, comme on l'avait dit. Et vraiment, c'est ce que les Noirs, que ce soit de l'intérieur, que ce soit de l'extérieur, doivent savoir, même ceux qui sont aux États-Unis, c'est tard dans Black and Proud, parce qu'il faut être fier d'être africain. Il faut être fier d'être africain. Et parce que en ce moment, il y a d'autres personnes qui, au lieu de travailler dans ce sens, ils font semblant de faire le combat dans le sens. Mais une fois qu'ils sont déjà installés dans un bureau et qu'ils ont les meubles, et ils ont un climatiseur, tout et tout, ils deviennent des cadres cadrés. Ils ne sont plus dans le mouvement. Ils font semblant d'être dans le mouvement que quand il y a des fêtes. Nous étions, c'était nous. Non, on ne veut pas ça. Nous, on veut rester dans la ligne tracée par Kwame Nkrumah, essayer d'apporter son message, de faire des réunions sur réunions et faire moins de discours et produire beaucoup plus d'actions, de rassemblements pour conscientiser la jeunesse grandissante. Parce qu'il faut toujours commencer par le bas. Ça, c'est clair. Nous avons une jeunesse vraiment aujourd'hui qui n'est pas du tout formée, qui n'a rien dans le crâne et qui aujourd'hui est pressée de gagner des gains, mais sans effort. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de former la jeunesse et de les rendre plus forts, de les outiller pour porter au rôle le drapeau du panafricanisme. Parce que ces gens-là, dans le temps, ont beaucoup travaillé pour ce mouvement. Comme je viens de dire, les Noirs américains, beaucoup des Caraïbes aussi, ont participé à ce grand mouvement de rassemblement des pays africains sous un seul drapeau, comme les États-Unis d'Afrique, et comme l'Europe, comme beaucoup d'autres l'ont fait, bien sûr. Il revient à des hommes comme vous, comme nous autres qui font partie du mouvement panafricanisme, d'instruire les jeunes pour qu'ils puissent participer à ce grand mouvement. Parce que l'Afrique a tout, nous avons tout sur le continent africain. Pourquoi nous sommes restés comme des bébés et voir les autres venir et prendre ce qu'ils ont besoin et pour leur développement? Et nous ne faisons rien, nous autres, nous attendons que Dieu fasse pour nous et il nous a donné toutes les facultés nécessaires pour qu'on puisse faire comme les autres ont fait. Monsieur Agbenonsi, parlez-nous bien sûr du colloque international qui vient de se dérouler à Ouida Bénin à l'Institut de développement et d'échange endogène. Malgré les difficultés, quelles sont les mesures prises pour accommoder les participants? Merci. Nous avons pris toutes les dispositions possibles. Parce que pour les participants qui sont venus d'ailleurs, et la malchance que nous avons eue, c'est ceux de l'Italie qui n'ont pas pu arriver et qui ont retrouvé leur voyage reprogramé. Mais le colloque se terminait pendant ce temps-là. Parce que là, nous avons pris toutes les dispositions, les mesures barrières, tout et tout. On n'avait pas besoin de plus de 50 personnes dans la salle. On n'avait pas besoin de faire le trop-plein pour que ce soit un travail qualitatif. Mais nous préférons la qualité à la quantité. Nous avons pris toutes ces dispositions-là de façon que peu de personnes, mais des cerveaux pensants qui se sont jetés à l'eau et ont travaillé
d'arrache-pied pour que ce colloque soit aujourd'hui à sa fin, et mais en continuant l'œuvre de l'aîné, de celui qui l'a mis sur pied, le professeur Honora Agassiz, qui, avec son état, malgré ça, on lui portait les messages. On lui portait les messages et puis il essayait de corriger. Il disait, bon, ça, faites ceci, faites cela, faites ceci, faites cela, ça ira mieux. OK? Et voilà. Donc, on a pris toutes ces dispositions. Et les grands scientifiques sont venus. Il y a le professeur Mélé qui a vraiment développé de très beaux sujets, tout comme Marcel Adoukono de l'indicamétrie. Et c'est vraiment poignant. Et des jeunes panafricanistes qui se sont mis dans la danse et ont accompagné le colloque de jour comme de nuit jusqu'à ce que nous ne finissions. Je leur tire mon chapeau. Bravo, bravo, bravo. Et sans Oula Engelberg depuis l'Allemagne qui coordonnait les mouvements entre le Bénin et l'Allemagne. Voilà. À tout cela, nous disons bravo. Jérôme Montenana et tout ça, nous leur disons bravo, bravo, sincèrement. Si tout le monde fait mettre la main à la pâte, je crois bien que nous avons toujours eu un mouvement et une organisation bien coordonnée et mieux structurée. Mais bien sûr, il y a un but à atteindre. Nous pouvons avoir une organisation bien structurée, mais le travail doit se faire, comme vous venez de dire, il y a beaucoup de jeunes qui ont participé. Ces jeunes-là sont très importants pour amener d'autres, pour conscientiser d'autres jeunes, parce que le travail doit se faire. Si vous réunissez chaque 2 ans, mais est-ce que entre cette année et l'année prochaine, comment vous travaillez, parce qu'il y a des membres partout sur le continent et aussi en dehors du continent et spécialement en Europe, comment vous travaillez alors? Oui, vous savez, le COMOPA a des démembrements un peu partout. Au Bénin, nous avons le COMOPA, l'agence nationale qu'on appelle l'ABC, c'est-à-dire l'agence béninoise du COMOPA, du Conseil mondial du panafricanisme. Donc, ainsi de suite. En Italie, c'est pareil. Au Niger, c'est pareil. Donc, on est en train de faire une certaine manifestation de façon qu'il y aura un rayonnement. Et le travail en synergie s'impose. Le travail en synergie s'impose. Parce que si nous ne travaillons pas en synergie, je crois bien que on aura parlé et on aura semé dans le vent. Jeter les graines au vent et puis rien n'aura jamais été fait. Alors, donc c'est pour ça que nous avons repensé. Et c'est après le congrès qui aura lieu très prochainement du panafricanisme que nous allons remettre les choses sur pied correctement. Et chaque État aura son représentant, ainsi de suite, pour que tout chacun se retrouve concerné. Pour le moment, c'est un groupuscule qui se sent concerné, ceux qui ont pris l'engagement et ont porté sur leurs épaules des grades de responsabilité. Aujourd'hui, on tous tourne les dos pour ne pas dire ils ont déserté. Parce que personne ne veut travailler. On veut attendre le travail fini. Alors, souvent, je les appelle des ingénieurs de travaux finis. C'est pas normal. Il faut que tout le monde mette la main à la pâte pour que tout marche correctement. C'est ça. Dans un orchestre, par exemple, nous avons un orchestre, nous avons le chef d'orchestre, nous avons tous les éléments de l'orchestre, nous avons les composants de l'orchestre, nous avons les instruments, nous avons les batteurs, nous avons les guitaristes, nous avons tous ces gens-là. Et tout le monde, ça fait un orchestre. Et si le son est bon, c'est que le chef d'orchestre aussi est bon et que cet orchestre est bon. Voilà, parce qu'ils ont de bons instrumentistes, c'est comme ça. Les associations comme le panafricanisme et les démembrements un peu partout, il faut qu'ils aient de bons pilotes. C'est ça. Et je comprends bien ce que vous dites. Et il nous faut bien sûr embrasser d'un regard sobre, réaliste, le panorama mondial au XXIe siècle afin de débarrasser
notre raisonnement de la force de l'habitude, comme vous venez d'exprimer. Vous voyez, c'est ainsi dans plusieurs organisations où les gens se montrent toujours intéressés. Après quoi, l'organisation réduit à quelques personnes, mais ces personnes représentent bien sûr des millions qui font le travail. C'est toujours un groupe. Même quand Kwame Nkrumah est venu à l'idée, avec cette idée, les Noirs américains ont embrassé cette idée avec les conférences qu'ils ont fait partout ici aux États-Unis, à Londres et partout. Mais ce n'était pas le même groupe qui avait commencé. Vous voyez, il y a toujours des gens intéressés, mais si vous trouvez quelques personnes qui peuvent réellement donner leur temps et faire le travail, je crois que nous arrivons au but. So, nous devons examiner les choses d'un œil neuf au 21e siècle. D'un œil neuf, j'ai dit. Tu vois, vous voyez à quoi ressemble donc ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Ce monde des actuelles générations, vous avez mentionné les générations de l'espèce humaine, il est divers, il varie, dynamique. Il y a des jeunes qui sont très dynamiques et imprégnés de tendances opposées, contradictions. Vous trouverez toutes ces choses-là. Mais nous devons tenir à l'esprit que nous ne vivons plus l'âge de la pierre taillée et de la barbarie médiévale. C'est un monde de changements sociaux fondamentaux, un monde de révolution, un monde où empire les problèmes globaux soulevés pour l'écologie. Vous entendez ce que même le président des États-Unis a dit, les matières premières et autres, un monde de changements radicaux dans l'information, la technologie, monsieur Adbenonsi. Nous ne devons pas rester là, attendre Dieu faire pour nous. Il nous a donné tous les moyens nécessaires de faire comme les autres l'ont fait. Tous ces pays-là, l'Europe, tous ces pays-là ont été colonisés, n'est-ce pas? Dis-moi quel pays sur la terre qui n'a pas été colonisé, c'est seulement l'Éthiopie, on peut dire. Voyons. Mais je crois que le travail doit se faire, mais il nous faut parler moins et agir plus. Que pensez-vous? Oui, il nous faut retroceder parce que vous voyez, c'est l'Afrique même, les Africains même qui sont la cause de la balkanisation de l'Afrique. Parce qu'ils sont sur la terre la plus riche que Dieu leur a donnée. L'Europe n'a pas de matière première. Et voilà, qu'on est, quel que soit Alpha, qu'il pleuve ou qu'il neige, l'Europe tendra la main à l'Afrique et sera toujours à la recherche de l'Afrique comme un mendiant. Parce qu'ils n'ont pas de matière première. Ils n'ont rien. Ça, c'est pas possible. Et ils en veulent à l'Afrique. Dieu a placé les Africains sur la terre la plus puissante, la terre la plus riche. Et que c'est un héritage vraiment que eux, les Blancs, ne pourront jamais changer. Quel que soit ce qu'ils veulent faire. Ben, c'est encore une des causes de la pandémie que nous vivons en ce moment. Il y a bien sûr. Couleurs pour nous parler de la pandémie, on trouve toutes les couleurs pour faire du formontage, on trouve tous les alibis pour nous faire peur, pour nous tuer, pour écraser notre cerveau, le pourrir dans notre tête. Et nous suivons bêtement. Mais ça commence à s'en aller. La peur va s'en aller et puis c'est la résistance qui va faire face. Bien sûr, nous devons procéder à une nouvelle lecture de la réalité d'un monde. Ce monde, nous vivons au 21e siècle, un monde plus racial et pluridimensionnel aussi. Et nous devons cerner l'enjeu principal. Comme vous venez de dire que l'Afrique a tout, nous le savons et les autres le savent aussi.
La Chine n'est pas là sur le continent africain. J'ai eu à dire à quelqu'un pour les beaux yeux des nègres, ils sont là pour prendre. Vous voyez, mais il faut que nous arrivons à un moment pour que nous puissions travailler ensemble avec le respect. Avec le respect, non pas les laisser prendre tout et aller chez eux et avec tout, et nous sommes restés là comme des gens à l'âge de la pierre taillée. Nos enfants ne peuvent pas aller à l'école, nos femmes travaillent comme des bêtes de somme, nos hommes sont restés à la maison ne sachant que faire, les jeunes ne peuvent pas compléter leurs études et apprendre une profession, les églises sont bourrées de gens qui crient Dieu, 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 et il nous a donné toutes ces choses-là pendant qu'il nous ouvre des églises et il fouille nos terres. Il fouille nos terres et s'empare de tout. So, il est temps que nous autres, Dieu nous a tout donné, d'utiliser les moyens qu'il nous a donnés pour qu'on puisse laisser quelque chose à la génération future. N'est-ce pas, monsieur Agbenonse? Mais l'Africain est lourd pour l'Africain. C'est l'Africain même qui ne se prend pas au sérieux. Il nous faut ce qu'on appelle l'amour. Sans amour, il n'y a pas de paix. Il nous faut ce qu'on appelle l'amour. Et voyez bien, tout ce que nous vivons en ce moment-là, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste parce que nous avons des gens qui sont rachetés pendant que tout le monde chante le même langage pour éradiquer la pauvreté. Tout. On parle de pays pauvres souvent, mais c'est l'Europe qui est pauvre. C'est l'Europe qui est pauvre. Mais ils sont intelligents quand ils s'organisent entre eux, ce que les Africains ne veulent pas faire. Chacun veut penser à lui. Chacun veut penser à lui. Je prends le cas du professeur Honorat Agassi, par exemple, qui, avec tout ce qu'il a instauré, tout ce qu'il a mis à la disposition de l'Afrique et du monde entier, même ceux qui ont appris un jour à faire la différence entre la philosophie, l'anthropologie, la sociologie et autres, mais ne sont pas capables de s'organiser pour faire la relève. C'est grave. C'est très grave. Quand vous voyez le monsieur qui s'est battu, on le combat parce qu'il n'est pas politicien. On le combat parce qu'il n'est pas politicien. On le laisse mourir comme s'il n'avait jamais insisté. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ça, l'Afrique doit se réveiller et prendre des dispositions d'entraide. Et pour savoir que l'entraide, il n'y a rien de plus important que ça. Relever les défis. Faire de telle sorte que tout ce qui se passe soit vraiment mis au profit et à la disposition de la génération grandissante pour que demain, nous n'ayons pas à regretter, à dire ah, il était, mais pourtant on avait telle personne, si telle personne était là. Non, quand celui-là faisait, personne n'a voulu lui emboîter le pas, personne n'a voulu l'accompagner pour pérenniser ce qu'il a fait. Et voilà, c'est ça ce qui tue l'Afrique souvent. Et après, maintenant, on dit oui, comme un mouton de Panurge de l'autre côté à l'Occident, et on revient s'asseoir, on regarde le peuple, on dit oui, on se fait applaudir, ça y est, le tour est joué. Ils ont des milliards dans la mallette, et puis c'est tout. Le reste, le peuple souffre. Et pourquoi? Mais bien, monsieur Agbenonsi, c'est une affaire d'éducation. Ça commence à droit, commencer comme j'ai entendu ce que le père et la mère l'école qu'ils dirigent au Bénin, les jeunes, j'ai entendu les enfants parler. Vous devez avoir ces genres d'école pour que ces enfants-là, à un âge assez jeune, pour qu'ils puissent déjà
assimiler, comprendre ce qui se passe autour d'eux. Je pense en Haïti, cela doit se faire aussi. Il faut et changer la donne. On ne peut pas continuer à faire la même chose et penser obtenir de meilleurs résultats. Les Africains au XXIe siècle doivent se prendre en charge parce que leur destin en main face à la puissance économique et industrielle incarnée par l'Occident. Si on ne se prend pas en charge, on est foutu. On est foutu. On doit se prendre en charge. C'est sérieux, monsieur Agbenonti. C'est pas un jeu d'enfant qui se joue maintenant. C'est un sauve qui peut. Vous pouvez courir, mais vous ne pouvez pas courir, on ne va pas rester. Vous prendre la main, vous tenir la main, on vous laisse là où vous êtes. Vous voyez, c'est sérieux réellement. Moi, j'en ai marre quand on fait des réunions seulement pour faire des réunions, mais où sont les décisions? Parfois, on m'invite dans des réunions, je ne vais pas parce que je n'ai pas de temps à perdre à entendre des gens parler d'eux-mêmes, à entendre des gens parler, mais quelles sont les décisions? Vous pouvez passer 2 heures, 3 heures de temps, les gens parlent pour ne rien dire, et après quoi, arriver chez vous, mais pourquoi j'ai perdu 2 heures, 3 heures de temps? Je pourrais utiliser ce temps-là pour faire quelque chose de positif. Vous comprenez? Mais c'est sérieux, monsieur Agbenonti, parce que tout le monde cherche. Le Japon a les yeux fixés, sur l'Afrique. Les États-Unis ont les yeux fixés sur l'Afrique. La Chine, déjà là, sur l'Afrique. Tout le monde a les yeux fixés sur l'Afrique. Pour faire quoi? Pour protéger leur progéniture, pour protéger la puissance qu'ils ont dans le monde, mais pour trouver ces richesses sur le continent africain. Que font les Africains eux-mêmes? S'entre-déchirent, parler pour ne rien dire, il n'y a pas d'action. Mais c'est ça, il faut toujours des actions concrètes. C'est comme on avait fait du 23 au 27 avril 97, on a fait l'intégration africaine face à la mondialisation à l'occasion du 25e anniversaire de la mort du président Kwame Nkrumah. Oui. Et puis, après, qu'est-ce qui avait suivi? Il a suivi tout de suite le retour de la diaspora du 26 au 30 avril 1999. Le retour de la diaspora douloureuse africaine. Contribution des Noirs à la science et à la technologie pendant la période de l'esclavage et de la traite négrière. Les gens devaient pouvoir savoir que tous ces rapports, tous ces actes de colloque devaient être pris en compte. Mais si, comme on l'appelle là, avec l'autre, on se retrouve avec les forces porteuses de la diaspora africaine, stratégie pour le développement pertinent et sûr de l'Afrique. Les gens ne prennent pas. Oui, si c'est pas lui, si c'est pas l'autre, allez, personne ne veut faire la promotion de l'autre. C'est tout. Pourquoi faire la promotion de l'autre? Il faut finir avec ces choses-là parce qu'on reste à blâmer. Absolument. On reste à blâmer les Blancs, on reste à les blâmer. Il y a un proverbe en créole, soit qui baille, imbécile qui pas prend. Vous êtes sots, vous donnez et les imbéciles ne prennent pas. Ils ne sont pas les imbéciles, ils prennent. Ils prennent pour faire quoi? Pour asseoir leur pouvoir, leur progéniture, au détriment d'un groupe d'hommes et de femmes qui ne se connaissent pas et qui ne font aucun effort pour collaborer ou bien pour s'entraider. Regardez l'histoire d'Haïti. Au 21e siècle, les Haïtiens demandent pour que Poutine de la Russie vienne les aider. Au 19e siècle, au 21e siècle, les Haïtiens vont toujours à Washington. Pour faire quoi? Alors, vous allez demander à une personne qui tue votre enfant de venir vous aider.
c'est pas possible. Au lieu de se mettre ensemble et de faire quelque chose, parce que maintenant, Washington, avec la technologie, on n'a pas besoin de Washington. On a marché assez à Washington. On a besoin, avec la technologie, de se mettre ensemble, les Haïtiens, à l'intérieur du pays. Il n'y a pas d'omelette sans casser les œufs. Mais quand même, vous prenez, c'est l'action qui compte. C'est l'action qui compte. Vous ne devez pas vivre à la face du monde entier au XXIe siècle comme des animaux, comme des bêtes. Les gens n'ont rien à manger. La terre est là, il y a l'eau, il y a l'air, il y a tout. Mais il faut qu'il y ait des leaders, des personnes conscientes. C'est la même chose que je vois en Afrique et c'est la même chose que je dis, monsieur Agbenonsi. Je vois le travail que vous faites. Vous essayez, il y en a d'autres qui se sont attelés, bien sûr, mais les autres n'aident pas. Il y a des gens qui ne peuvent pas aider. Il y a plusieurs façons, vous pouvez aider. Il y a plusieurs façons. On peut aider. On peut mettre la main ensemble. C'est ainsi que les Blancs sont arrivés. C'est ainsi qu'on a les États-Unis d'Amérique. C'est ainsi qu'on a l'Europe. C'est ainsi qu'on a tous les autres pays qui se sont mis ensemble, tu vois, pour devenir une puissance. Regarde un pays comme la Chine qui a subi les horreurs de l'occupation, malmené par le Japon. Regarde le Japon après Hiroshima. Le Japon est arrivé là, non pas avec aller à Washington, non pas demander à Poutine de l'aider, avec la matière grise de sa population. Il est arrivé là où il est. C'est-à-dire les gens qui connaissent et se mettent ensemble et travailler pour le bien-être de leur progéniture et de leur nation. Nous n'avons pas et nous devons créer. Nous avons quelques, je ne peux pas dire nous n'avons pas, mais il faut crier, mon Dieu. Mais c'est terrible, parce que, tu sais, on leur a toujours dit, il n'y a pas d'Afrique crédible sans le panafricanisme. Ça, c'est clair. Il n'y a pas d'Afrique crédible sans le panafricanisme. Il n'y a pas d'Afrique. Nous devons regarder dans la même direction. Alors, c'est ainsi qu'après ça, tu vois, en 2009, on leur a fait les relations Afrique-Chine en jeu, défis et perspectives. Et aujourd'hui, on constate que pendant que la France ou bien les États-Unis sont en train de tourner en rond, la Chine est en train de faire des grands pas en Afrique. Ah oui, la Chine est en train de faire de grands pas. Oh oui, certain. Mais les gens ne sont pas conscients. Mais il faut faire beaucoup d'attention. Hein? La Chine n'est pas là pour vous, la Chine est là pour la Chine. Hein? Oui. Bien sûr. Et je sais maintenant, ils sont en train de faire leur système de colonisation. Oui, certainement. Ils en dorment tranquillement avec tout ce qu'ils prennent, tout ce qu'ils font maintenant. Ils chutent les prix de tout ce que les gens faisaient à grand prix. Ils mettent tout sur le marché comme ça. Et voilà, c'est la concurrence. Mais ce qui se fait, nous-mêmes qui consommons, nous n'allons même pas émerger. Nous-mêmes qui consommons, nous n'allons pas émerger, parce qu'ils auront toujours le dessus. Sans eux, on ne pourra rien. Et les gens continuent toujours de cautionner la balkanisation de l'Afrique. Mais pourquoi vous venez de dire quelque chose au sujet de la Chine en un sens que tout ce qu'ils font pour eux-mêmes, c'est ce que j'ai bien expliqué. Ils ne sont pas là pour vous, ils sont là pour leur peuple. Vous voyez, ils ne sont pas là pour l'Afrique, ils sont là pour leur peuple. C'est pas la Chine qui vous dit de ne pas avoir des gens sérieux autour de la table et de discuter et de parler et de voir ce qui est bon pour l'Afrique. Nous pouvons travailler ensemble, donnant. Nous pouvons travailler ensemble avec le respect.
C'est ça que nous voulons. Vous ne pouvez pas isoler l'Afrique complètement. Vous n'arriverez jamais à isoler l'Afrique complètement des autres nations. Mais bien sûr, vous pouvez travailler ensemble avec la matière grise de votre population. Il y a des gens bien formés sur le continent africain, très très bien formés. Vous êtes l'un d'eux et j'ai rencontré beaucoup d'autres. C'est-à-dire que les cerveaux sont là. Il faut les mettre en œuvre. C'est ça. Il faut les mettre en œuvre. Oui. Mais il faut, c'est-à-dire, c'est la concurrence aux Occidentaux eux-mêmes. Parce que c'est une concurrence, parce qu'ils sont tous en train de dorloter, de courir, de faire la cour à l'Afrique d'une et autre manière, de telle sorte que quand on n'obéit pas, quand ça ne tourne pas en leur faveur, allez, c'est des petits coups bas. C'est des petits coups bas parce que non, on refuse de se soumettre à leur rythme. Non, c'est pas possible. Quand est-ce que nous serons libres? Quand est-ce que l'Afrique sera libre? Il faut qu'un jour l'Afrique soit libre. Ah oui, il faut qu'un jour l'Afrique soit libre. Et c'est mais on dit cela. Moi, je suis une femme d'action. J'aime voir l'action. J'aime voir ça. Parler, on peut parler peu et travailler plus. Absolument. Yes. Yes. Et on peut c'est la devise de l'idée d'ailleurs, de l'Institut à Bonn et en France, et au Bénin. Agir et parler moins. Parler moins et agir. Voyez, Oui. vous venez de dire quelque chose qui m'a capté l'attention, c'est tous ces pays-là comptent sur l'Afrique. Bien sûr, ces pays-là comptent sur l'Afrique parce que l'Afrique est une terre bénie. Vous avez tout pour faire tout. Au contraire, vous devez mettre des garde-fous. Ces gens-là devraient venir s'asseoir avec vous. Non pas vous exploiter comme des gens qui n'ont pas de cerveau. Non pas à vous apporter cette bouteille et vous dire que c'est une lampe. C'est celle-là le bas blesse. Et vous voyez, tout le monde va à leur petite occupation comme si rien n'était, pendant que ces gens-là utilisent le même cerveau que Dieu nous a donné pour s'enrichir. Ils attendent que l'Africain invente pour améliorer. Regardez, oui, c'est l'Africain, quand l'Africain il monte. Ce sont eux qui font semblant parce qu'ils ont certaines matières. Ils vous prennent la matière première chez vous et ils font l'amélioration et ils signent votre brevet. Mais c'est normal qu'ils le fassent parce que on ne fait que répéter ce qu'on a dit, mais c'est normal parce que si on ne fait rien, les richesses sont là, vous ne faites rien. Mais ils savent eux-mêmes comment utiliser ces richesses-là pour leur bien-être, pour le bien-être de leur nation. Et c'est ainsi que les nations avancent. Mais j'ai toujours dit, quand les Haïtiens chantaient et criaient à tue-tête les amis d'Haïti, mais je leur ai toujours dit, les pays n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Ils ont des intérêts. So, vous devez savoir comment s'asseoir, comment parler avec eux. Vous devez savoir, vous ne pouvez pas vous-même, une seule personne, leur parler. Mais vous devez avoir une société forte qui peut leur dire, nous pouvons le faire ici et nous pouvons le faire ainsi. Parce que nous avons besoin de ceci, nous avons besoin de cela pour notre nation, pour nous autres. Vous voyez, c'est-à-dire, je crois avoir quelque chose quelque part, et je ne me rappelle pas
et sur quoi comptent les États-Unis pour attraper la Chine? Les États-Unis comptent sur l'Europe, sur l'Afrique. Sur quoi compte la Chine pour accentuer son avance? Et tout ce qui compte sur l'Afrique. Et c'est sur l'Afrique. C'est l'Afrique qui les nourrit. Sur quoi compte l'Union européenne pour cesser d'être vassalisée par les États-Unis? Sur l'Afrique. Sur quoi compte le Japon pour ne plus être humilié par la Chine? Sur l'Afrique. Tous ces pays-là comptent sur l'Afrique pour perdurer. Et sur quoi compte? Et sur qui? Sur qui compte l'Afrique? Sur qui? Dis-moi sur qui compte l'Afrique. Je ne sais pas qui a écrit ça, mais j'ai lu quelque part. Sur qui compte l'Afrique? Nous comptons l'Afrique contre Jésus. Il faut déjà s'être organisé. Il faut déjà s'être organisé. Oui. Mais oui, c'est sur nous-mêmes. L'Africain doit compter sur lui-même. Sur nous-mêmes, nous devons compter. Nous avons toutes les qualités, toutes les capacités nécessaires. Il a tout à portée de main. Au contraire, on n'a plus que. Dieu nous a donné cette mélanine. C'est extraordinaire quand vous lisez sur la mélanine. Nous ne savons pas la richesse que nous avons. Ce n'est pas seulement richesse sur les terres, mais avec la mélanine que nous avons. C'est extraordinaire. Si vous étudiez, si vous lisez ces choses-là sur la mélanine, ce n'est pas seulement la couleur noire. À l'intérieur, ce que la mélanine fait pour nous. C'est extraordinaire. Dieu nous a tout donné. Nous devons utiliser cette force. Nous devons utiliser cette capacité que nous avons pour vivre mieux. Pour agir de la même façon que c'est avec l'amour dans l'âme qu'un sénateur du sud des États-Unis, je crois, c'est Georgia, je ne me rappelle pas l'État exactement. Je l'ai entendu hier soir en parlant de l'éducation, réforme d'éducation, comment éduquer les enfants ici aux États-Unis. Et puis il t'a dit l'histoire de l'esclavage, même la bonne partie de l'esclavage. Une femme lui répondit, il n'y a pas de bon côté avec l'esclavage. L'esclavage, il n'y a pas de bon. Un sénateur, le bon côté de l'esclavage. Vous voyez comment il nous, jusqu'à présent au XXIe siècle, comment il nous regarde comme des esclaves. Mais voilà, c'est quelque chose encore que je dis. Parce qu'ils disent aux gens, ils vous ont vendu au niveau de l'Afrique ici, à certains endroits. Mais au niveau du Juda, par exemple, quand ils parlent souvent, c'est pas vrai. Les gens étaient partis d'ici comme des captifs. Ils étaient partis en captifs. Et c'est à partir de Bordeaux que les gens de Bordeaux les revendaient aux maîtres qui venaient acheter les Noirs avec eux. C'est ça. Parce que l'histoire est en train de refaire son histoire. Certainement. Quand on nous disait toujours, et nos ancêtres sont des Gaulois. Moi, mon ancêtre n'est pas Gaulois. On dit, oh, nos ancêtres sont des Gaulois, on rigolait. Mais c'est pas possible. Mon ancêtre n'est pas Gaulois. Il n'est pas Vercingétorix. Il n'est pas Obélix. Ou qu'on me dise comme elle appelle, nos ancêtres sont des Gaulois. Et on apprenait ça à tous les enfants à l'école. Et il fallait mettre ça dans son crâne. Tout comme on ne nous a pas raconté l'histoire réelle de Victor Churchill. Et quand tu demandes à un petit Africain partout, tu dis, qui a aboli l'esclavage? On te dit Victor Churchill. Qui a aboli sans savoir, sans connaître le côté esclavagiste et pur de Victor Churchill. Alors, vous imaginez. Alors, c'est ce qu'il a appris à l'école. Et c'est ce que nous avons appris à l'école. Nous sommes tous victimes de cette affaire d'esclavage. Absolument. Nous avions reçu une éducation française, vous voyez, une éducation européenne. Je ne dis pas française, européenne.
voyez, c'est cette éducation. On nous a montré tout ce qui est noir est laid, est vilain, tout ce qui est noir. Et voilà pourquoi on a choisi la couleur blanche pour les blancs et la couleur noire pour ce qui n'est pas réellement bon. Et exactement, c'est ainsi on a lavé les cerveaux. C'est pour ça moi je remercie le bon Dieu de m'avoir créé noir. Et ça continue jusqu'à présent. Quoi? Je dis, je remercie toujours le bon Dieu de m'avoir créé noir, d'avoir fait de moi la somme de toutes les douleurs, mis sur ma tête le monde. Je l'ai livré de son tort et je porte le monde depuis le premier jour. Le blanc est une couleur de circonstance, le noir la couleur de tous les jours. Vous devez savoir, c'est-à-dire que nous n'avons pas utilisé tous les moyens, toutes les capacités nécessaires que nous avons. Non, s'écraser devant les noirs, il n'y a rien à faire. Regardez les objets volés, par exemple, pendant au temps de l'esclavage à des familles. Ils nous disent que nous ne pouvons pas entretenir. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas nous retourner certains objets. Ils nous disent pourquoi? La chose nous appartient. Là, il y a une question. Pas eux qui peuvent nous entretenir ça. Là, il y a une question. Il y a, monsieur Agbenonsi, il y a une question réellement à poser. Pourquoi les choses là, les objets religieux des Noirs qu'ils ont volés sur le continent, ils ont mis ces choses à des garde-fous pour que personne ne les prenne. Pourquoi? Parce qu'ils savent c'est ça qui fait la beauté de leur musée. C'est ça qui fait la beauté de leur musée en Europe. Parce tellement la beauté de leur musée, parce que vous ne pouvez pas les voir, vous savez ça très bien. Même ici à Boston, on allait retourner quelque chose. Je t'ai envoyé ça il y a une année de cela, MIT. L'université de MIT allait retourner quelque chose au Bénin, une statuette qui représente quelque chose dans le vaudou béninois, une statuette. Je t'ai envoyé ça, cette copie-là, et ça a été à Londres, de Londres, venir ici aux États-Unis, on allait retourner cela au Bénin. Je ne sais pas si ça a été. Vous avez aussi, vous êtes au courant sans doute de ce qui est arrivé dans l'une des musées en France, là où les jeunes Africains ont envahi cette musée pour prendre les choses qui appartiennent aux Africains. On a mis des garde-fous, des gendarmes, des militaires même, les surveillants, les polices surveillent ces choses assez importantes sur le continent. Pourquoi ils les gardent? Pourquoi ils les gardent et refusent de les donner aux Africains? Ils savent quelque chose que nous ne savons pas. C'est notre propriété. Et mettez tout en rond qui vous dit que ce sont les mêmes objets qui vont nous retourner. Les gens font des transactions, mais qui sait si ce sont les mêmes objets avec lesquels ils sont partis qui vont retourner à l'Afrique. Exactement. Exactement. Il faut simplement chercher des gens pour faire des falsifications et garder l'original avec eux. C'est ça. C'est ça. Ils sont toujours malins et ils vont baisser la tête bientôt. Ça, c'est sûr. Certainement, c'est cette réalité que nous venons et que nous venons d'étaler, cette réalité de notre époque. Bien sûr, non moins évidente, l'émergence, l'aggravation d'enjeux globaux. Je veux parler, comme vous avez parlé des choses là qu'on a saisies sur le continent africain. Tu vois, ces statuettes, ces objets très importants, et on refuse de les remettre, et parce qu'ils savent qu'ils ont des choses extrêmement sérieuses. La valeur. Et ça m'amène à l'idée qu'ils ont fait ça aussi en Haïti en 1935, quand les Américains ont occupé Haïti, ils se sont allés auprès des gens et dans les villages pour prendre des choses assez importantes, qui a beaucoup de valeur, et les demandent de les rejeter. Pourquoi vous demandez qu'on rejette ceux
qui font partie de notre culture. Pourquoi? C'est parce que vous savez, c'est là notre force réside. Vous savez que c'est comme couper les deux mains et couper les deux pieds. Pourquoi? Qu'est-ce que ça a à faire avec vous êtes venu occuper mon pays? Si vous êtes venu occuper mon pays, ce que je suis noir et j'ai pas beaucoup d'argent, vous n'avez rien besoin, vous avez besoin de vous occuper votre pays. Mais pourquoi vous me demandez de me débarrasser de ce que j'ai? C'est parce que vous savez que ma force réside dans ces choses-là. Vous me désarmez psychologiquement pour me faire devenir rien du tout. Rien du tout. Et c'est ce qu'on fait au peuple noir. Et comme je vous ai dit, et bien sûr, il ne faut pas les blâmer parce qu'ils ont besoin des richesses pour leur peuple. Il revient à nous autres de préserver ce qu'on a et de travailler réellement ensemble si nous voulons sortir de l'ornière, là où nous sommes, de cette ornière de sous-développement, je peux dire. C'est un sous-développement parce que quand on ne sait pas comment défendre ce qui est nôtre, c'est le sous-développement. Ça n'a rien à voir avec des diplômes que vous possédez, ça n'a rien à voir avec le nombre de langues que vous parlez, ça n'a rien à voir avec de l'argent que vous avez. Le sous-développement, c'est quand vous ne savez pas comment vous défendre. C'est là le sous-développement, d'après moi. Ouais, mais vraiment, les Africains doivent prendre conscience. Ils doivent se réveiller eux-mêmes, retranscender et se regarder en face d'un miroir et se poser des questions. Est-ce que je suis digne d'être africain? Est-ce que je suis fier d'être africain? Est-ce que je joue ma partition pour le réveil de l'Afrique, pour l'unité de l'Afrique? Parce que si les gens ne se sentent pas concernés, les gens restent de côté et disent oui, oh, c'est un mouvement panafricaniste, les gens, nous, on n'a rien à y voir. Donc, ce sont des histoires. Ce sont des histoires. Et eux, là, d'ailleurs, ils sont là, ils font tout possible pour couper, casser le nœud qui devient un nœud, 2 nœuds, 3 nœuds, 4 nœuds, ça devient déjà une chaîne. Pour casser les chaînes entre les Noirs de l'Afrique et leurs frères de la diaspora. Parce que c'est pas possible. Si tous les jours, nous sommes en train de chanter le même langage, nous crions, trions, nous voyons des gens qui changent, bon, finalement, ils sont plus acquis à la cause et autres, là, tout ça. C'est beau. Mais ceux-là, quand ils sont là en train de tourner, ils cherchent toujours à désorganiser les groupes organisés. Et c'est ça. Il faut être fort de caractère pour dire et que la parole soit sacrée et qu'on prête serment pour dire oui, je veux. Exactement. Je veux. Et exactement. Bon. Ça marchera. Je veux. Ça marchera. Oui. Ça ira. Ensemble, nous vaincrons. Parce que nous aurons passé ensemble les signaux de l'avenir. Certainement. Monsieur Agbenonsi, pour finir, vous êtes le coordonnateur de ce colloque. Il est oui dire que sans vous, n'aurait pas connu son apothéose. Dites le nom. Qu'avez-vous fait pour mériter cette marque d'attention? Si vous le permettez, j'ai demandé à quelqu'un. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cette grande marque? Dites-moi. Non, mais c'est terminé. Il y avait la peur. Au départ, il y avait la peur. Et la détermination et la rage de vaincre a eu le dessus. Et nous avons pu tenir. L'ouragan est passé à côté, mais n'a pas pu faire de ravages. Alors c'est ainsi que nous devons surtout remercier
vous pouvez Constant, parler. On vous écoute. Elsie et Yolande, Francisco, pour tout ce qu'ils ont fait pour ce truc. Et puis en particulier aussi, comment pas Italie et M. Valentin Agon, que nous connaissons sous le nom de Happy Palu. Il a été très formidable. Très formidable. Malgré qu'il était au coucher, il ne cessait d'échanger pour savoir comment est-ce que les choses se passent. Oui, c'est très formidable. Ah. Si Dieu me prête vie, je serai avec vous sans doute au prochain colloque parce qu'on m'a parlé, bien sûr, les travaux que les gens se font ici. Et il y aura un colloque aussi, si je ne me trompe pas, c'est au Ghana. Et au Ghana, bon, je me rappelle, bon, bien sûr, certainement. Bon, si Dieu nous prête vie après le Covid, je pense qu'il y aura beaucoup à faire. Il y aura beaucoup à faire. Mais quand vous trouvez la solution pour le Covid, les gars trouvent autre chose encore pour vous effrayer en parlant du Covid. Le Covid n'est plus un mystère pour quelqu'un. Il y a eu plus de peur que de mal. L'essentiel, c'est ce que nous enseignons depuis très longtemps. L'hygiène autour de nous et tout ce qu'on peut faire pour garder la bonne santé et être toujours bien important, voilà. Ben, il n'y a rien de sorcier. Donc, bien. Le reste, c'est de tuer psychologiquement l'Africain. Parce que même ils ont dit, les Africains ne meurent pas, malgré que les autres meurent en quantité. Donc il faut qu'ils trouvent une solution maintenant, de passer par tout ce que nous mangeons, par tout ce que nous faisons, pour nous terminer. Alors ils ont du travail à faire. Au lieu de créer des usines pour que les gens travaillent, trouvent du travail, que le chômage diminue, ils préfèrent s'organiser pour faire pour commettre des crimes. C'est ça. Il faut vous protéger quand même contre le Covid parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur vie. Comme vous parlez réellement de la nourriture, j'ai toujours dit cela, il faut bien manger pour avoir de système immunitaire bien solide pour empêcher que ces choses-là vous frappent dur. Il y a des gens qui ont des problèmes, sont tombés plus facilement que les autres qui n'en ont pas. C'est-à-dire, c'est bon ce que vous venez de dire, je l'ai toujours dit. À mes amis, je leur ai dit, si je porte une robe à 250 $, c'est que je dépense 500 $ pour ma nourriture. Parce que si vous tombez malade, cette robe reste dans votre armoire. Faut pas tomber malade, hein? Il y a certainement, si vous êtes tombé malade, vous n'aurez pas besoin de cette robe parce que il n'y a pas de squelette, tu vois, pour supporter, pour se vertir. So, définitivement, il faut avoir un immune système très, très solide. Et les gens doivent faire ça. Mais quand ces maladies-là viennent, vous pouvez résister au moins. Parce que ça fait ravage maintenant, je crois, aux Indes. Des ravages extraordinaires. Tu vois, les gens meurent beaucoup aux Indes. C'est une mise en scène. Oui. Que l'homme ne crée plus rien. L'homme ne crée plus rien. C'est vrai, à certains endroits, Dieu a permis de pousser l'homme à la crainte. Mais l'homme ne crée plus rien. On est là, on est têtu, on est là, donc il faut nous apprendre à craindre. Il faut se protéger. Il faut se protéger, mais quand même, après tout, nous savons que le négatif est toujours là avec le positif. L'un ne marche pas sans l'autre. Le négatif est toujours là. On peut prier 24 sur 24, on ne peut pas éliminer le négatif. Nous savons il y a la vie et la mort. Vous voyez, c'est-à-dire vivre ta vie, rester du côté positif de la vie.
c'est là où vous devez vous mettre, cesser de vous combler avec des problèmes qui peuvent attaquer votre squelette, vous-même, qui peuvent vous attaquer psychologiquement. Il y a des gens qui... C'est ce qui se passe d'ailleurs. On n'a plus besoin d'armes, hein, vous savez. On n'a plus besoin d'armes pour descendre quelqu'un. Il suffit de le détruire psychologiquement et puis ça y est. Ça reste gravé dans sa tête et puis ainsi de suite. Ça devient une douleur, la crainte et puis... Et bon, allez, il se passe tout seul, lentement, calmement. Certainement, Dieu nous a donné la capacité de mettre ces choses-là de côté. Vous voyez? Il y a aussi un proverbe que les Haïtiens, koke makutu, kote mon karive, that means, put something, mets quelque chose là où vous pouvez prendre cette chose-là sans utiliser une chaise pour monter, pour prendre ça. Vous voyez, il y a des gens qui agissent de façon très dure à l'égard de leur propre personne. Vous voyez, restez positif, amis avec des gens qui sont positifs, mais le négatif de côté, ça contribue aussi à la santé mentale. Et si la santé mentale est bonne, ça agit sur la santé physique, bien sûr. Bon, monsieur Agbenonsi, ça a été un plaisir, comme toujours un plaisir de vous avoir. Et j'ai voulu, comme j'ai parlé du colloque la semaine dernière, j'ai voulu pour que vous puissiez certainement nous parler un peu du colloque et du panafricanisme, que nous continuons à parler parce que nous sommes des panafricanistes. Nous, comme les autres, nous aimerions voir les États-Unis d'Afrique, comme les États-Unis d'Amérique, comme l'Europe, comme les autres font. Et nous pouvons le faire, nous avons la capacité. Mais nous devons nous mettre au travail, c'est le siècle de se mettre au travail, avec toutes les capacités que l'architecte de l'univers nous a données. Mais c'est vrai, c'est bien, c'est vrai, et nous y parviendrons. Nous y parviendrons parce que là déjà, nous travaillons déjà pour la GISNA déjà. Nous travaillons pour la GISNA déjà. Nous sommes déjà fait prêts pour la GISNA et puis le programme est déjà prêt. Je vais te l'envoyer d'ailleurs. Et pour les journées internationales sur la traite négrière et son abolition. Oh, certainement, nous devons travailler sur cette affaire-là. Ah oui, le 23. De très tôt, certainement, oui. Le bulletin est déjà prêt, mais je vais vous l'envoyer, vous verrez bien, c'est vraiment magnifique. Il faudrait maintenant que les gens commencent par s'inscrire pour arriver. Ils laissent de côté le Covid. Mais oui. Bon, merci bien, monsieur Agbenonsi, ça a été un plaisir. Je vous dis bonsoir. À la prochaine. À très bientôt. Merci à tous les auditeurs qui nous ont écoutés.